De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je me mêle, l'actu des nouvelles technologies. Vous savez que dans De quoi je me mêle, on aime bien aussi approfondir des sujets avec des intervenants qui représentent des constructeurs, des marques reconnues. Et c'est encore le cas aujourd'hui puisque nous allons faire un focus sur le constructeur Huawei, un constructeur étonnant qui est à la fois équipementier réseau, vous le savez. Si votre téléphone se connecte en 4G et demain en 5G, que vous soyez chez Bouygues, Orange, SFR ou Free, il y a de fortes chances que ce soit en partie grâce à Huawei. Il n'y a pas que Huawei, il y a Ericsson, il y a Alcatel, il y a Nokia, etc. Mais bon, Huawei est un constructeur, donc un équipementier réseau important. Et puis de l'autre côté, le côté qu'on connaît un petit peu plus, moins obscur, ce sont les smartphones. Pour parler de Huawei aujourd'hui dans De quoi je me mêle, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Curtelin. Bonjour Stéphane. Bonjour François. Vous êtes le directeur marketing et communication de chez Huawei France. Huawei, le géant chinois qui, d'année en année, surprend. Et ça a été le cas il y a quelques jours de cela avec l'arrivée du P30, un smartphone, alors que les fidèles de quoi je me mêle connaissent, puisqu'on en a parlé, qui est bluffant en matière de photos, notamment avec, pour la première fois, un vrai zoom optique 5x et un zoom hybride 10x qui est, c'est du jamais vu, en fait, sur du smartphone. On va en parler dans un instant, Stéphane, mais auparavant, peut-être une petite présentation de Huawei, une marque qu'on connaît de plus en plus, mais qui peut-être mérite un petit refresh. Huawei, Ouais. donc, constructeur chinois. Oui, tout à fait, qui a vu jour à Shenzhen et qui, à l'image de cette ville qui s'est développée à vitesse grand V, vitesse exponentielle, et qui en effet a bâti son succès aujourd'hui sur l'équipement comme équipementier, comme vous le rappeliez très justement, et qui a équipé 170 pays dans le monde. Pour les réseaux télécoms. Donc le savoir-faire à la base de Huawei est vraiment autour de la télécommunication. Et c'est vraiment l'idée, la vision de la marque, c'est de connecter les gens, les personnes à travers le monde et d'arriver à les faire rentrer dans un monde connecté, intelligent et de plus en plus rapide. Et non seulement les personnes, mais bientôt également les objets avec la 5G. Et c'est ce qui a propulsé Huawei donc, parmi les plus grands équipementiers télécoms. Et un jour, ils se sont dit que voilà, c'est bien de faire toute la structure, la partie cachée de l'iceberg, enfin immergée de l'iceberg, et pourquoi pas se lancer dans le dernier maillon des télécommunications, à savoir le smartphone. C'est ce qui a été fait maintenant il y a quelques années, et avec, en investissant au total, en général, depuis quelques années, environ 15 milliards de dollars par an en R&D, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit sur les smartphones, ça a produit ce succès qu'on connaît aujourd'hui, et que vous mentionnez justement avec le P30, qui est le dernier vaisseau amiral, enfin le dernier flagship, comme on dit, de la marque. Et c'est cette réussite qui est fulgurante. Qui est fulgurante. Il y a encore quelques années, Huawei était pas dans les radars du grand public. Du grand public. Du grand public. En fait, Huawei construisait des téléphones, mais pour des marques, par exemple les opérateurs, Orange, etc. Ouais, vous étiez plutôt en marque blanche. Exactement. Et puis d'un coup, vous vous êtes dit, on va pousser notre marque et devenir incontournable dans la téléphonie mobile. Voilà, ce qui était dans l'architecture des réseaux, on l'a mis dans la main des consommateurs également, avec ces smartphones, et en plus avec des partenariats intelligents, comme celui avec Leica, justement sur la photo, qui maintenant date de 3-4 ans, et qui continue, avec des très belles réussites, de vrai co-développement avec cette formidable marque spécialiste de la photo haut de gamme. Et c'est vrai que ça continue, et aujourd'hui ça nous amène en position de numéro 2, numéro 3, en fonction des marchés dans le monde, qui est donc une très belle réussite. Ce qui est intéressant derrière ça, c'est de voir que ce travail de R&D est plébiscité par les consommateurs, reconnu par les consommateurs. Quelques chiffres aussi, qui sont un peu des chiffres marketing, mais qui permettent d'illustrer. Aujourd'hui, 85% des Français reconnaissent la marque, et plus de la moitié la citent spontanément quand on leur pose la question à quelle marque de smartphone pensez-vous? Pouvez-vous me citer des marques de smartphone? Ils citeront Huawei. Alors, ça, c'est le côté, on va dire, populaire des smartphones. Après, il y a un côté un peu plus obscur, malgré tout, chez Huawei, qui fait un peu les grands titres de l'actualité actuellement. C'est un petit peu cette méfiance des Occidentaux envers Huawei, équipementier chinois. Alors là, on laisse tomber les smartphones, on revient sur les réseaux. Et c'est vrai qu'on a soupçonné Huawei d'espionner, en fait, grâce à vos équipements réseau, des communications, des échanges, etc. D'ailleurs, il y a une loi qui est débattue en ce moment,
je crois, à l'Assemblée nationale, qui s'appelle la loi Huawei, pour savoir si effectivement vous serez dans la course à la 5G, parce que cette course à la 5G, elle va bientôt commencer en France, hein, elle est déjà expérimentée, mais il y a ce soupçon qu'il y a envers Huawei. Quel est le point de vue, justement, quel est votre discours chez Huawei à ce sujet? Alors, depuis 30 ans, il n'y a jamais eu une seule preuve de problème ou d'infraction à tout ce qui est lié justement à la sécurité des données. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que quand on se parle de sécurité des données personnelles, c'est intéressant de savoir que chez Huawei, ce n'est pas le centre du business model qui est la donnée. Le centre du business model, c'est vraiment l'équipementier ou le constructeur de smartphones. Et néanmoins, parfois, on peut donner des informations personnelles parce qu'il y a ce qu'on appelle le Huawei ID. Oui. Et les services du cloud. Et à ce moment-là, les données sont hébergées en Irlande, donc en zone européenne. Tout ce qui concerne les consommateurs européens et donc français reste sous juridiction et en Europe, à la fois physiquement sur des serveurs et bien sûr parce qu'il y a la loi de protection des données. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que c'est vrai que en fait, les choses nous dépassent. Ce à quoi on assiste et ce que cristallise Huawei, c'est un rééquilibrage des forces en présence au niveau capacité d'innovation technologique dans le monde. Oui, et puis surtout, c'est le combat États-Unis-Chine. Il semblerait que ce soit un peu de ça aussi. Au départ. Voilà. Donc c'est pour ça que ça cristallise ce rapport de force qui nous dépasse, qui a des dimensions politiques, économiques, et qui en fait remet sur la table le fait qu'aujourd'hui, la Chine n'est plus du tout dans le made in China, mais vraiment dans le created in China. Il y a un vrai savoir-faire, on le voit à travers les smartphones. Le savoir-faire sur la 5G est déjà plébiscité par de nombreux opérateurs avec lesquels on a pu faire des tests. On a fait des tests à Bordeaux avec Bouygues, on a fait des tests avec visiblement, vous êtes même Lyon. très en avance par rapport à vos concurrents, hein, aux autres équipementiers, en termes de 5G. Donc il y a ce vrai savoir-faire. Ça fait des années que vous travaillez sur la 5G. Exactement, voilà. Et c'est encore une fois 15 milliards de dollars de R&D portent leurs fruits et sont reconnus, plébiscités par les consommateurs. 170 pays dans le monde travaillent avec Huawei. Je crois que c'est 45 des 50 plus grands opérateurs dans le monde travaillent avec Huawei et continuent à travailler régulièrement. Et donc cette loi doit statuer sur le fait, et autoriser ou non les opérateurs français à utiliser vos équipements Huawei pour construire, bâtir le réseau 5G. Hein. Le temps presse. Ça y est, la 5G, elle est là. Hein. Maintenant, il faut déployer le réseau. Et tant que, en fait, les opérateurs n'ont pas le go du gouvernement pour équiper leur matériel des solutions Huawei, ça n'avance pas. Donc c'est vrai qu'il y a une situation un peu compliquée, mais qui devrait, en théorie, se décanter bientôt. C'est surtout une loi en fait pour régenter la 5G, qui est un élément nouveau et donc qui nécessite une mise à niveau des considérations, des lois, etc., qui tournent autour de ces choix-là. C'est pas une loi spécifiquement sur cette marque Huawei, c'est une marque pour mettre à niveau la France et lui permettre de rentrer le plus rapidement possible dans cette formidable aventure que va être la 5G. Voilà. Après, est-ce qu'il faut tomber dans la paranoïa ou ne pas être naïf? Il y a peut-être un juste milieu entre les deux. Je pense que le gouvernement va être pragmatique. Exactement. On verra bien. Voilà, dossier 5G fermé. Maintenant, on va évoquer donc le P30 et puis juste après le Mate X, hein, qui est le deuxième coup de bluff que vous nous avez sorti au Mobile World Congress, ce smartphone pliable, hein, c'est qui est quand même assez impressionnant. Le P30 donc, qui lui est disponible là ces jours-ci. Je crois qu'il sort là. Hein. Il sort aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on est vendredi, hein, donc ça y est, il est disponible. On est en train de livrer l'ensemble des bons magasins de France. Et alors, juste un mot, pour tous ceux qui sont en vidéo, vous découvrez le patron de la branche télécom de Huawei, c'est Richard Diu, qui a déclaré, alors sans vergogne, que l'année prochaine, Huawei serait numéro 1 du smartphone devant Samsung. Alors, ce qui est intéressant, c'est de fixer des objectifs pour donner une dynamique à l'ensemble de la marque. Et forcément, avec la réussite qu'on a pu connaître... Là, vous tapez fort quand même. Enfin, oui. C'est Samsung. Oui. Alors, c'est vrai qu'en même temps, il y a de ça 5 ans, on n'était pas vraiment encore dans les radars. Maintenant, on est 2e, 3e en fonction des périodes au coude à coude avec Apple. Donc, je pense que c'est dans cette idée-là que Richard Diu se positionne et veut donner de l'ambition, de la dynamique à l'ensemble de ses équipes. Et pour mobiliser à la fois la R&D, les forces commerciales et que tout le monde reste justement... Oui. C'est plus à votre avis pour fixer un objectif que de vraiment arriver à cette position numéro 1 du smartphone? Il y a une envie en fait de répondre de plus en plus aux demandes des consommateurs. Et aujourd'hui, on le voit, on a vendu plus de 200 millions de smartphones l'an dernier.
dont à peu près 20 millions de P20, le précédent, 7 millions, on est à plus de 7 millions du Mate 20 en quelques mois seulement. Mhm. Donc, il y a un enthousiasme naturel qui se dégage de ça, de voir que le travail de R&D, le travail de production, trouve un écho très favorable auprès des consommateurs. Et donc, ça crée de l'enthousiasme et de l'envie d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'aller plus haut. Et c'est cela que traduit Richard Dieu aujourd'hui avec cette ambition qui se comprend. Parce que voilà, on se rend compte que la marque est publicitée dans l'ensemble partout dans le monde. Et donc, ça donne envie de continuer. Alors, le P30, un mot quand même sur ce téléphone qui eh bien voilà, est un smartphone, on va dire, traditionnel dans son concept. Hein. Là, on n'est pas sur du pliable, hein, on est sur un smartphone, donc on va dire tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf que, en termes de photos, là, vous innovez vraiment. Il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu sur un smartphone. C'est ce fameux zoom. Alors, 5x optique et 10x hybride. C'est ça. C'est une première, je crois, dans le monde du smartphone. Et ça rejoint vraiment l'idée d'apporter le savoir-faire professionnel au bout du doigt de chacun sur smartphone. Et quelque part de changer les règles de la photographie sur smartphone en permettant aux consommateurs, aux futurs utilisateurs, d'afficher des détails encore inédits sur smartphone, justement, qu'on n'a encore jamais vu sur smartphone. Et donc le zoom, la photo en basse lumière, sont vraiment des choses qui parlent à tout le monde et qu'on utilise au quotidien. Et là, c'est vrai qu'il y a une vraie révolution. On va changer les règles de la photographie sur smartphone, mais la photographie sur smartphone ayant pris tellement d'importance qu'on peut presque dire qu'on va changer les règles de la photographie tout simplement avec ce smartphone-là, le P30 Pro. Donc, il y a un capteur grand angle, d'accord, qui permet de faire des photos où on est tous sur le cliché quand on est à table et qu'il y a une grande tablée, par exemple. Ça, c'est très sympa. Exactement, c'est ça. Et puis après, on peut monter donc en grossissement d'image. Voilà, jusqu'à alors. Alors, ce qui est intéressant en repartant justement du grand angle, c'est qu'on va voir plus large, plus près et plus loin aussi. C'est vraiment ces trois dimensions qu'on va vouloir explorer. Donc il y a le grand angle, il y a la macro, 2,5 cm, super macro, qui en plus est avec l'intelligence artificielle, le smartphone reconnaît automatiquement qu'il est dans une position de macro. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des photos très proches, par exemple, je sais pas moi, de son chat. De son chat ou de nourriture, si on a envie de regarder des détails sur des beaux fruits ou un plat particulièrement bien réalisé ou des fleurs. On est au printemps, donc oui, c'est vrai. Des fleurs. Ouais. Et Stéphane Courtenay, jardinier le week-end. C'est mon côté poète. C'est ça, c'est très bien. Très bien. Et donc le zoom, x5 en optique grâce à un zoom périscopique. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'optique, c'est logé dans un des capteurs où en fait, avec un système de périscope, on arrive à recréer ce système de fonctionnement mécanique de lentille qui grossit donc jusqu'à x5 en optique, x10 en hybride, c'est-à-dire que ça fait à la fois appel à l'optique et à l'intelligence artificielle. Et enfin, on peut même aller jusqu'à x50, et ça aussi c'est une première, en zoom, ce qu'on appelle numérique. Et c'est pas juste une purée de pixels, ce qui peut arriver parfois quand on grossit. Pour l'avoir testé moi-même ce week-end, dans Paris, c'est un pur plaisir d'arriver à attraper des détails sur la Tour Eiffel qu'avant on n'avait qu'en grand, en plan large, même un peu en zoomant. Mais là, on arrive à lire. Vous savez, il y a les noms des ingénieurs là, autour de la Tour Eiffel, et ils sont très facilement identifiables justement avec le... je pense que grâce au P30 d'ailleurs on retrouve le nom des ingénieurs qu'on avait oubliés. Exactement. Merci. Donc c'est pratique. Un mot quand même donc sur ce fameux zoom. C'est une première technique, le 5X. Oui, tout à fait. Ça faisait un moment que vous travailliez sur cette techno. Oui. Alors c'est vraiment le fruit de la R&D. Alors tout à l'heure on parlera du Mate X. Le Mate X, il a fallu 3 ans de R&D pour arriver à aboutir. Ça, l'année dernière, si on revient sur le zoom, le P20 avait déjà du x3 optique. Donc voilà, on voit qu'il y a un travail dans la durée qui permet d'aller toujours plus loin. Et l'idée, c'est pas d'aller toujours plus loin pour le plaisir de la technologie, mais vraiment pour répondre aux besoins des consommateurs et des futurs utilisateurs. Et la photo, on le sait, est un plaisir. Aujourd'hui, tout le monde prend des photos. Donc l'idée, c'est pas de prendre plein de photos, mais c'est de prendre la bonne photo du premier coup, comme on le souhaite. En zoom, en basse lumière, vous êtes au restaurant avec des amis ou en soirée chez vous. Voilà, c'est fantastique. Et la basse lumière aussi, c'est impressionnant. Alors bon, il y a le pixel aussi de Google qui est excellent dans ce domaine-là. C'est-à-dire que vous avez très peu de luminosité, vous arrivez à faire une photo qui, comme par magie, apparaît presque lumineuse. Alors voilà, ça aussi, c'est l'intelligence artificielle. C'est une maîtrise en fait du traitement photo qui est impressionnante. Oui, alors c'est intéressant, c'est l'intelligence artificielle, mais pas que. Sur le P30, on a changé quelque chose aussi. C'est une révolution technologique qui ne se voit pas. Enfin si, qui se voit à la fin, mais qui est à l'intérieur au niveau du capteur. C'est-à-dire qu'on connaît tous les capteurs et tout ce qui est codage de l'image en rouge, vert, bleu. Oui, le fameux RGB. RGB, voilà.
Et là, on est passé au rouge, jaune, bleu. C'est-à-dire que le jaune Remplace le gris, Le vert. le vert, pardon. parce qu'il laisse passer 40% plus de lumière. Donc ça, couplé avec une optique, une focale qui ouvre à 1.6, ça permet de laisser passer beaucoup plus de lumière par rapport au modèle actuel du marché, au modèle précédent. Mhm. Et donc après, l'intelligence artificielle reconstitue, parce qu'il ne s'agit pas que tout devienne jaune, mais par contre, la récupération de lumière est 40% plus importante grâce à ce capteur jaune, à ce filtre jaune, au lieu que ce soit un filtre vert habituellement. Donc on arrive à faire des photos qui sont exploitables Lumineuse alors et fantastique. Ouais. que l'œil humain n'arrive même pas à voir ce qui se passe. C'est ça qui est dingue. Hein. Ouais, On arrive à ouais, faire des trucs ouais. fous. Donc, alors c'est vrai qu'on est un peu dithyrambique concernant ce P30 qui sort aujourd'hui. On va parler du prix dans un instant. Cela dit, peut-être deux petits bémols. C'est alors. Si vous aimez le son est mono. Hein. Bien sûr, vous pouvez brancher un casque en stéréo et là, il n'y aura pas de souci. Mais c'est vrai que, on va dire, le standard aujourd'hui, c'est avoir deux haut-parleurs sur les téléphones haut de gamme. Là, il n'y en a qu'un. On ne sait pas pourquoi. C'est dommage d'avoir Après, fauté sur ce petit truc. Après, comme vous venez de le mentionner à juste titre, c'est-à-dire qu'on utilise souvent des casques parce qu'on est un peu exigeant en termes de, Oui, termes c'est de- sûr. en termes de son. Et puis la deuxième chose, qui n'est pas compatible Wi-Fi 6, qui est la toute dernière génération du Wi-Fi, que par exemple le Galaxy S10 a, mais ça sera sans doute pour le prochain. On parle juste un prix concernant le P30. Il existe en deux versions. Il y a le P30 et le P30 Pro. Oui, Il n'y a que le P30 Pro qui permet justement d'avoir ce 10X hybride. Hein, on est Voilà. d'accord. Hein. Et donc, on a soit 800 €, soit 1000 €, avec Donc P30 800, voilà, P30 Pro 1000 1000 €. 1000 €. Ça devient aujourd'hui le standard hein, pour les téléphones, on va dire, haut de gamme. Voilà. Là, on est à 128 Go. On aura une version 256 qui est également disponible. Et donc, ça permet en fonction des besoins de chacun, double SIM aussi, Oui. important, toujours, avec un écran donc de 6,4 pouces. Une batterie qui est toujours à la hauteur de ce qu'on sait faire chez Huawei, qui est un des points forts de la marque, qui équipe. D'accord. Voilà. Donc, ça nous fait un bel ensemble, ultra complet, qui a des performances qui vont changer vraiment les règles de la photographie. Et on n'oublie pas évidemment les critères que sont l'écran, la batterie, le processeur, qui est toujours notre processeur maison aussi. Alors, juste un point négatif, malgré tout, Stéphane, c'est que le P30 Pro n'a pas de prise jack, d'accord, alors que le P30, lui, l'a. On est Ouais. d'accord. Ouais, C'est ça, hein. Oui, tout à fait. Pourquoi cette différence Je pense que c'est des technique entre les deux c'est des choix de designers, là. C'est vraiment D'accord. d'esthétique, de designers qui ont voulu aller vers le produit le plus ultime, le plus épuré sur le P30 Pro. Un mot sur le Mate X. Donc, ce téléphone qui est étonnant, qu'on a eu la chance d'avoir en main il y a quelques temps de cela. Un téléphone pliable, hein, donc Ouais, vous y croyez, tout à tout fait. comme Samsung. Alors, même si c'est pas la même philosophie, c'est vraiment le téléphone du futur, à votre avis, le téléphone pliable? Oui, l'idée, sans jeu de mots, c'est vraiment d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire des smartphones, de rentrer dans une nouvelle ère. Ouais. En fait, c'est tout simplement le meilleur des deux mondes entre la tablette et le smartphone. On sait que la phablette n'a jamais vraiment marché. Et là, on a vraiment un produit fantastique Mhm. qui nous permet d'alterner entre un écran de 6,4 pouces, qui est un écran donc, qu'on retrouve dans le P30 Pro par exemple, et de se retrouver d'un coup avec un 8 pouces sans sacrifier au design ni à l'autonomie. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en termes de design, une fois replié, il fait 11 mm, alors que la plupart de nos smartphones font autour des 8-9 mm d'épaisseur. Donc ça veut dire que c'est quasiment dans la main, indétectable la différence. Et donc c'est ça qui est fantastique, cette prouesse, elle est non seulement autour du fait d'avoir réussi à faire un écran Mhm. pliable, mais c'est que non seulement il est pliable, mais qu'en plus il est parfaitement intégré dans ce design. Et c'est un design qui est très abouti et qui permet d'avoir un produit ultra complet. Mais quel est l'objectif en fait? C'est de petit à petit de remplacer ce form factor pliable par le smartphone traditionnel. Votre homologue chez Samsung nous disait qu'on arrive un peu à un plafond de verre en matière de form factor de smartphone et qu'il faut déjà réfléchir au smartphone du futur. Et pour eux, c'est le pliable. Vous avez la même vision chez Huawei? Moi, je pense que c'est complémentaire, c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau chapitre. C'est-à-dire que on n'a pas atteint de plafond de verre sur le smartphone normal. La preuve en est avec les innovations qu'on met sur le P30. C'est-à-dire que ce form factor a encore un bel avenir. On va continuer à innover sur la photo, sur la batterie, comme on a pu le faire sur le P30. En revanche, on s'autorise à ouvrir justement une nouvelle page complémentaire pour ceux qui voudront aller plus loin. Le produit smartphone, on en attend toujours plus parce qu'on en fait toujours plus. Et donc, c'est dans cette dynamique-là qui dit plus à travers l'écran. Mhm.
Mais de la même façon qu'aujourd'hui, il y a toute une gamme de smartphones chez Huawei qui commence de l'entrée de gamme jusqu'au très haut de gamme, on va rajouter une gamme supplémentaire avec le smartphone pliable, le Mate X. Le Mate X sort quand et à quel prix? On sait ou pas? Il sort sur la deuxième partie de l'année, Donc avant la fin de l'année, avant la fin de l'année. il sera disponible. Voilà. Il a été annoncé à un peu plus de 2 000 €, autour des 2 300 €. Voilà, donc c'est un produit qui forcément a un coût, mais parce que dans ce produit-là, vous avez 3 écrans, en fait, celui qui s'ouvre plus l'autre côté. Vous avez 2 batteries, vous avez un processeur toute dernière génération, compatible 5G. Mhm. Vous avez même un double processeur quelque part, parce que vous avez cette partie, cet étage de la fusée pour la 5G, vous avez encore le propulseur qui est... Mais sincèrement, il y a des gens qui vont acheter cet appareil-là. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre 2 300 € dans un smartphone? Moi, je pense qu'au lancement, on va en manquer, en fait. Parce qu'il va y avoir un engouement pour ce form factor. Et en fait, une fois que vous l'avez entre les mains Mhm. et que vous le dépliez, vous avez eu la chance de Oui, c'est vrai. pouvoir le Mhm. toucher. Et voilà, il y a quelque chose qui se passe. Parce que d'un coup, on se retrouve face à un bel écran de 8 pouces. Et quand on le replie, c'est juste magique parce que ça redevient un smartphone habituel. Pour Samsung, c'est une autre, on va dire, philosophie. Hein. C'est-à-dire que en fait, l'écran est à l'intérieur du smartphone. Il faut l'ouvrir pour voir l'écran, même s'il y a un petit écran sur le devant, en fait, hein, qui permet d'avoir les notifications, etc. Vous, c'est carrément une autre philosophie. C'est-à-dire que l'écran recouvre le téléphone. Oui. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Qui a raison et qui a tort? Non. Je ne sais pas, les consommateurs décideront, mais moi, ce que j'apprécie particulièrement sur notre Mate X, c'est que une fois replié, c'est un smartphone normal en termes de design et d'épaisseur. Mhm. Une fois ouvert, c'est un smartphone exceptionnel avec 8 pouces, sans problème de bordure, que ce soit au centre ou sur les bords. Il n'y a pas le notch qui disparaît complètement, justement. C'est-à-dire qu'on utilise à 100%, allez, on va dire à 95%, la surface Oui, ce grand offerte écran. lorsqu'il est D'accord. déployé. Oui, mais après, on peut se dire, l'écran est pas protégé, parce que finalement, quand on va le mettre dans notre poche, c'est l'écran qu'on va rayer, alors que l'avantage du Samsung, c'est qu'il est protégé finalement, l'écran. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les smartphones habituels, on protège très rarement l'écran. Aujourd'hui, même si on met des coques, ça protège l'arrière, mais pas l'écran. Mhm. Donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a des polymères qui sont de plus en plus performants pour résister aux rayures du quotidien. Et c'est ce qui va se passer avec le Mate X. Aujourd'hui, quand vous avez un smartphone et que vous le mettez dans votre poche, vous protégez en général avec la coque pour éviter les chocs l'arrière du téléphone, mais pas forcément Puis l'écran. j'imagine que vous avez testé tout ça, enfin, avant de sortir Exactement. le produit à Ouais, 2 300 €. J'espère ouais. que vous l'avez mis dans 2-3 Oui, poches quand oui, même. notamment, il y a eu une nouvelle recherche autour des polymères Ouais. qui sont ultra transparents et ultra résistants. Oui, parce que la particularité de cet écran, c'est que c'est pas du tout la même technologie d'écran qu'on a sur notre smartphone. Hein. Voilà. Là, il n'y a pas de verre, hein, c'est du plastique. Voilà, exactement. Voilà. Puisqu'il faut plier l'écran. Et jusqu'à preuve du contraire, on a du mal à plier du verre. Ouais. Même si on sait que Gorilla Glass, qui équipe la plupart des téléphones haut de gamme, travaille justement sur un verre qui serait pliable, en fait. Donc, ça sera peut-être dans On va peut-être venir un jour. Là. les wagons. Le point commun, c'est l'OLED. C'est-à-dire qu'on continue Eh oui. avec le LED a une technologie souple, voilà, Mhm. justement, qui permet d'être plié. Stéphane Curtelin, j'ai cru comprendre que vous allez mettre l'accent, et ça sera le mot de la fin, sur à la fois les objets connectés, et que même vous pourriez sortir des télés aussi. Oui, tout à fait. C'est des choses qui sont très sérieusement à l'étude. En Ah fait, oui, vous avez décidé de coller les basques de Samsung, en fait. Ouais, alors en fait, je ne sais pas si c'est coller les bases de Samsung. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller. On a connecté une grande partie du monde à travers les réseaux. Maintenant, à travers ce qu'on a mis dans la main des consommateurs. Et maintenant, ce qu'on Avec le veut, c'est dans smartphone. la maison des consommateurs. C'est-à-dire qu'on veut progressivement passer du smartphone au smart home. D'accord. Et la 5G, pour ça, est un formidable tremplin. Mais vous allez sortir de nouveaux objets, des objets connectés. Oui, alors, il y a déjà ce qui existe déjà aujourd'hui. Donc, smartphone, tablette, PC, Ouais. routeur 5G ou 4G intégrant une enceinte intelligente, avec Amazon Alexa par exemple. Et l'idée, c'est d'être dans cette dynamique-là, de permettre aux consommateurs, aux utilisateurs, d'avoir différents portails pour rentrer dans le monde connecté de la 5G. Mhm. Donc bien sûr, il y a le portail du smartphone, le portail du PC, le portail de la tablette, et aussi une des icônes de la maison, c'est la télé. Mais l'idée, c'est pas de faire une télé juste pour faire une télé, il y en a qui le font déjà très bien, mais c'est d'aller vers une télé qui soit vraiment qui s'intègre complètement dans l'Internet des objets et qui s'intègre complètement dans la dynamique liée au smartphone, et donc que ce soit dans un écosystème complètement intégré et donc très connecté. Et des téléviseurs, ça a du sens encore de se lancer sur le marché du téléviseur, qui on le sait est un marché, et vous le savez bien puisqu'avant vous représentiez la marque LG en France, c'est un marché compliqué, avec une concurrence extrême, des marges qui sont ridicules. Ouais. Vous pensez que Huawei peut arriver sur le marché de la télé en France ?
Ouais, l'idée c'est que, comme je disais, il y en a qui le font déjà très bien en termes de télé habituelle. L'idée c'est que ce soit une télé avec un vrai écosystème qui soit intégré, parce que je pense qu'aujourd'hui, la télé connectée, même si ça fait plusieurs années qu'on en parle, il y a encore de belles choses à réaliser Mhm. au niveau intégration dans l'expérience utilisateur, de façon à ce que ce soit plus intégré, plus facile de basculer à la fois de son smartphone à la télé, d'aller chercher ses informations dans le cloud. Et donc l'idée étant vraiment d'avoir des portails, c'est-à-dire que vous êtes en mobilité, vous avez un portail qui est le smartphone, vous arrivez chez vous, il faudrait que la télé devienne le même type de portail que le smartphone, avec la même facilité et les mêmes Apple fait possibilités ça. d'usage. Ils essayent, ouais. Ils essayent, je suis pas sûr que c'est touché encore le plus grand nombre au même titre que le smartphone. Voilà, je pense qu'il y a encore des belles choses à réaliser de Donc ce on côté-là. aura demain des télés Huawei, c'est certain, en France? Enfin, Alors, vous y travaillez, vous y ouais, pensez? je sais que nos bureaux de R&D, Ils travaillent. ouais, ils travaillent très sérieusement. Ouais. D'accord. Un dernier mot sur la 5G. À votre avis, quand est-ce qu'on aura un smartphone 5G dans la poche Je pense que en France? 2020 va ouvrir de belles perspectives. Après, la décision n'est pas uniquement entre nos mains. Technologiquement, on est plutôt prêt, puisqu'on a fait des tests déjà, Mhm. comme je le disais, avec des grands opérateurs français. Techniquement aussi, les puces sont prêtes. Ce qu'il faut maintenant, c'est légiférer pour que Mhm. la 5G puisse se déployer. Et de ce que j'entends, de ce que je peux lire, tout devrait être prêt pour commencer à accélérer sur 2020. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Merci François, Curtelin, avec directeur plaisir. marketing et communication de Huawei France. Ce de quoi je me mêle est terminé. N'hésitez pas à réagir sur les propos de Stéphane. Vous pouvez le faire sur évidemment le flux YouTube de 01net TV ou alors avec le hashtag DQJMM, de quoi je me mêle sur Twitter. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end et merci d'être fidèle à De quoi je me mêle. À bientôt. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.